Janvier 45. L'armée rouge se prépare pour l'assaut final. Objectif, Berlin. Chaque soldat soviétique commence à rêver qu'il sera le premier à entrer dans la capitale du Reich. Comme en rêvent tous les maréchaux et tous les généraux de l'armée rouge qui, depuis la bataille de Koursk, en août 43, volent de victoire en victoire. Ils sont presque tous là. Vassilievski, l'ancien chef d'état-major de Staline. Tcherniakovski, le plus jeune commandant de groupe d'armée, et Ludnikov, le héros de Stalingrad. Koniev, le défenseur de Moscou et l'un des vainqueurs de Koursk. Zhukov et Rokossovski, le libérateur de la Russie blanche. Zhukov, l'homme des situations désespérées, le sauveur de Moscou, de Leningrad, de Stalingrad. Depuis des semaines, l'état-major soviétique étudie minutieusement le plan de la grande offensive, comme en témoigne son ancien porte-parole, le général Boltin. La guerre nous a appris à respecter les forces de l'ennemi. Voilà pourquoi le commandement suprême soviétique ne comptait pas sur une victoire facile et il se préparait au grand combat. Quand a débuté l'offensive soviétique? Le commencement de l'offensive soviétique était accéléré par la demande des Alliés, qui était exprimée par Churchill dans sa lettre adressée à Staline le 6 janvier. Les troupes soviétiques sont passées à l'offensive le 12 janvier. L'attaque brusquée était irrésistible. 4 millions de soldats soviétiques s'élancent sur un front de 500 km, de la mer Baltique aux Carpates. Ce jour-là, Berlin est encore loin. Au nord, les groupes d'armées de Tcherniakovski et de Rokossovski marchent en direction de la Prusse orientale. Au centre, le principal corps de bataille, le groupe d'armées de Zhukov et celui de Koniev, 160 divisions, plus de 2 millions d'hommes. Varsovie, la ville martyre, est enfin libérée et les troupes soviétiques foncent sur l'axe Varsovie-Berlin en direction de Poznan. Les blindés de Zhukov et de Koniev enfoncent le front allemand et avancent de 300 km en 15 jours. Mais il faut des semaines pour liquider les poches de résistance allemande, comme à Poznan. Le siège de Poznan a duré 1 mois. Des 60 000 soldats allemands de la garnison, 23 000 seulement sont faits prisonniers. Les autres sont morts. Le commandant de la garnison, le général Materne, accepte de se rendre. Son adjoint, lui, a préféré se suicider. Est-ce le soldat qui a voulu échapper au déshonneur ou le nazi qui a eu peur du châtiment? Pour les atrocités commises ici, dans les anciens territoires polonais annexés par Hitler, les chambres de torture, les exécutions en masse. Pour les Polonais de Poznan, c'est la fin du cauchemar qui a duré 5 ans. La fin du cauchemar aussi pour les prisonniers français, enfermés dans leur stalag de Silésie.
Ils avaient été capturés à Dunkerque. Ils rentreront par Odessa. La fin du cauchemar pour le troupeau pitoyable des déportés que les Allemands poussaient devant eux. Et la fin du voyage, heureusement, pour ceux dont le train s'est arrêté ici, dans la campagne gelée, à l'arrivée des avant-gardes soviétiques. Au bout de la route, il y avait Majdanek, Treblinka, Auschwitz, les usines de la mort. Auschwitz, la solution finale. 4 millions d'êtres humains exterminés, méthodiquement, systématiquement. Les Russes y entrent le 27 janvier et n'y trouvent que quelques milliers de survivants, numérotés pour la vie par les tatouages des SS. Avec sa compagnie d'assaut, le capitaine Joseph Prout a libéré un de ces camps. Naturellement, on savait par nos journaux que des choses pareilles se passent, mais on ne peut pas y croire, vous savez. Et quand on a vu, quand on est entré à Majdanek, et quand on a vu des montagnes de cheveux de femmes, quand on a trouvé un hangar où il y avait, je sais pas, une centaine de mille de petits souillés d'enfants, pour mes soldats et pour moi, c'était le moment le plus terrible de la guerre. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas éprouvé une véritable haine pour les Allemands? Ah oui, ça, il faut le dire, que la haine était terrible. Et terminer cette sacrée guerre, terminer cette force, anéantir cette force qui nous laissait pas vivre comme on voulait, ça c'était notre désir le plus ardent et c'est ça qui nous poussait. Germania, l'Allemagne. Fin janvier, les Russes entrent en Allemagne. L'Allemagne nazie, l'Allemagne abhorrée. L'Allemagne qui, depuis 6 ans, fait trembler l'Europe et le monde. C'était une question d'orgueil d'être un des premiers qui a traversé cette frontière terrible, n'est-ce pas? Est-ce que les Allemands, eux, n'avaient pas très peur qu'il y ait une réaction très violente des soldats soviétiques? Si, les Allemands avaient peur. Quand on entrait dans les villes, vous savez, les visages des habitants, ils croyaient que c'est leur dernier jour.
Traversant comme des fantômes les villes en flammes, les troupes de Koniev occupent la Haute-Silésie. Celles de Zhoukov envahissent la Poméranie et le Brandebourg, au cœur de la Prusse. Hitler, qui attendait en vain dans son nid d'aigle la chute de Strasbourg, rentre précipitamment à Berlin. Il écume de rage. Tous les généraux sont des traîtres. Il en limoge la moitié, il fait arrêter les tièdes. Il les remplace par de vrais nazis, des jusqu'au-boutistes, comme Goebbels, comme Himmler. Il crie, il tempête, et tous les murs d'Allemagne lui renvoient l'écho de ses vociférations. Nous ne capitulerons jamais. Protégez nos femmes et nos enfants contre les hordes rouges. C'est la victoire ou la Sibérie. Tenez bon. Sur les ponts de l'Oder, les régiments qui montent au front croisent les réfugiés qui fuient devant les Russes. L'Oder, dernier rempart à l'est. Ordre personnel du Führer. Établir en hâte une ligne de défense tout le long du fleuve. Y expédier 4 divisions. On leur a donné des noms pompeux, comme s'il s'agissait d'unités d'élite. En fait, on vient de les former, sans entraînement, sans équipement, en raclant les fonds de caserne. Ordre personnel du Führer. Transformer les principales villes sur l'Oder en forteresses. Ordre personnel du Führer. Envoyer pour les soutenir 2 divisions blindées qu'on retirera du front des Ardennes. Hitler ordonne, exige, mais dans le vide. Sur le papier, 1 million d'hommes vont défendre l'Oder. En fait, ils sont 200 000. Et quand les Russes approchent, ils savent qu'ils vont se battre à 1 contre 5. Croit-il encore à Hitler? Croit-il encore à l'Allemagne? Il ne se pose plus de questions. Ils obéissent aux ordres personnels du Führer. Sur des terrains de fortune à moitié inondés, les rares survivants de la Luftwaffe décollent pour une dernière mission à 1 contre 10. L'un de ces pilotes, le colonel Rudel, 29 ans, l'as du bombardement en piqué, vient de perdre une jambe. 3 semaines plus tard, il repart au combat. Grâce aux 2 canons de 37 qu'il a installés sur son Stuka, il détruit son 2000e char. En un mois, les Russes ont avancé de 600 km, récupéré la Pologne.